Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 18 mars 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les titres. Le gouvernement apporte son soutien au ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation pour la construction et la rénovation des infrastructures scolaires. Détails à suivre. Le Front national pour la défense de la Constitution s'organise pour exiger au Comité national du Rassemblement pour le développement un procès sur les crimes de sang commis sous le régime d'Alpha Condé. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. D'autres actualités non titrées viendront compléter ce journal. Vous êtes les bienvenus. Hôpital. Le président de la transition a donné ce jeudi 17 mars des instructions pour la réussite dans l'organisation des assises nationales prévues à partir du 22 mars prochain. Le colonel Mamadi Doumbouya souhaite que cette rencontre soit dépolitisée. Le président de la transition a rappelé toute l'importance qu'il accorde à l'organisation des assises nationales qui démarreront le 22 mars 2022. Il a insisté sur l'implication de tous les membres du gouvernement pour leur réussite, rapporte le ministre Ousmane Gawal Diallo. Il affirme que le président de la transition a donné des instructions pour que les assises nationales soient organisées avec sérieux et de façon dépolitisée. Le porte-parole du gouvernement souligne que lors du Conseil des ministres, le colonel Mamadi Doumbouya a insisté sur la nécessité d'éviter de commettre les erreurs du passé avant de souligner l'importance de se parler et d'écouter le peuple en vue de déterminer la marche à suivre dans le cadre de la refondation de l'État. Abordant dans le même sens, le Premier ministre Mohamed Beyavogui a précisé que ces assises ont pour finalité la promotion de la paix sociale, la réconciliation et la cohésion entre les filles et fils de notre pays. Hôpital. À Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, malgré les efforts fournis les années précédentes, l'éclairage public peine encore à se matérialiser partout. Tantôt, les lampadaires implantés ne sont pas entretenus, tantôt ils sont tout simplement inexistants. Lors du Conseil des ministres, tenu ce jeudi 17 mars 2022, le président de la transition a invité le ministre en charge de l'énergie, Ibrahima Abessila, à s'investir dans l'installation des lampadaires sur les grandes artères de la capitale, mais aussi de fournir plus d'efforts pour l'assainissement de la ville de Conakry très sale. Préoccupé par la problématique de l'éclairage public à Conakry et à l'intérieur du pays, le président de la transition a invité le ministre de l'énergie à s'investir davantage pour l'installation des lampadaires sur les grandes artères de la capitale. Selon le ministre Ousmane Gawal Diallo, le chef de l'État a demandé les mêmes efforts concernant l'assainissement de la ville de Conakry. Hôpital. Je vous le disais au sommaire, le gouvernement apporte son soutien au ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation pour la construction et la rénovation des infrastructures scolaires après avoir fait l'état des lieux des infrastructures et équipements scolaires dans le pays. Le ministre guinéen de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation a proposé en Conseil des ministres la réhabilitation et la construction de nouvelles écoles pour répondre aux déficits. Guillaume Hawing a eu à énumérer le nombre d'écoles à réhabiliter et à construire. 1080 écoles publiques en gare, dont 1066 au niveau primaire, réparties comme suit. Boké 282, Farana 53, Kankan 387, Kindia 81, Labé 65, Mamou 31 et Zérékoré 167. 2058 écoles et établissements sans latrine. 5710 écoles et établissements sans point d'eau. Des localités sans école. Des écoles sans clôture en zone urbaine. Des chantiers de construction d'écoles inachevés depuis plusieurs années. Face à ce constat alarmant et en exécution de l'instruction du président de la transition, le ministre a émis l'ambition de lancer un vaste programme de construction, de rénovation des infrastructures scolaires et d'aménagement de points d'eau et de latrines. À cet effet, il a sollicité du gouvernement un accompagnement pour la résolution de ces difficultés. À la suite de sa communication, le Conseil a approuvé l'ensemble de ses recommandations et a décidé
de s'appuyer sur des projets existants dotés de ressources financées par des organismes internationaux. Dans ce contexte, il est demandé au ministre de l'Enseignement préuniversitaire de se rapprocher de ses homologues de l'enseignement technique, de l'enseignement supérieur, du budget, de l'économie, de l'administration du territoire pour faire le point de la situation et proposer un avant-projet de réhabilitation et de construction des nouvelles écoles. Ce document doit être présenté au prochain Conseil des ministres. Concevoir un plan d'action intégré en s'appuyant sur les projets existants. Faire le point sur les financements disponibles et diversifier les sources de financement, FODEL et d'autres partenaires. Étudier la possibilité de lancer un programme qui prévoit la construction de 1000 salles de classe, y compris de logements pour des enseignants et la mobilisation de 1000 enseignants. Impliquer le secteur privé dans la construction des infrastructures scolaires. Définir les modèles standards. Hôpital. Les examens nationaux session 2022 vont débuter à partir du 6 juin pour prendre fin le 21 juin. Selon le calendrier publié par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation cette semaine. Pour Aboubakar Souma, le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, ce calendrier est bel et bien tenable puisque le niveau d'avancement des cours est à 70%. Nous pensons que ce calendrier est tenable parce qu'il n'y a pas eu de perturbation de cours cette année et jusqu'à présent. Et d'après nos constats, le niveau d'exécution des programmes est de 70%. Et d'ici le mois de mai, je crois que les 90 ou 95% seront atteints. Le timing est normal. L'essentiel est que le programme soit dispensé entièrement et nous estimons que le calendrier est tenable, a-t-il fait savoir ce vendredi 18 mars 2022. Hôpital. Comme annoncé en titre, la coordination nationale du FNDC s'est entretenue ce vendredi 18 mars avec les familles des victimes de la répression meurtrière du régime déchu pendant la chute citoyenne du FNDC contre le troisième mandat de M. Alpha Condé. Les échanges ont porté sur la situation des victimes, les actes posés par le collectif des avocats du FNDC devant les juridictions nationales et internationales et la nécessité de s'organiser pour exiger du CNRD et du gouvernement de faire du procès des crimes de sang une priorité fondamentale de la transition. La rencontre a permis à la coordination nationale des FNDC et aux familles des victimes de s'accorder sur une feuille de route d'action à mener pour exiger la justice pour les martyrs de la démocratie. Dans les prochaines heures, la coordination nationale du FNDC aura des entretiens avec le collectif des avocats du FNDC. Selon la cellule de communication du Front national pour la défense de la Constitution. Hôpital. Au cours d'une assemblée générale élective tenue ce jeudi 17 mars 2022, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat a élu un nouveau bureau consulaire de 11 membres présidé par Mamadou Baldé. Ce bureau sera appuyé par 6 sections et 2 secrétaires généraux venus des 8 régions administratives du pays. Ce bureau a un mandat de 5 ans. L'élection de ce bureau a duré jusqu'à tard dans la nuit, mais pour Bernard Gomou, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, cette élection est un grand pas pour la Chambre de commerce. Et il a profité de l'occasion pour demander aux élus de travailler de manière à relever les défis auxquels la Chambre de commerce fait face. Monsieur le Président élu, Mesdames et Messieurs, les membres du Bureau consulaire national, comme je le disais à l'ouverture de la présente session, cette première Assemblée générale est à marquer d'une pierre blanche parce qu'elle vous a élu pour concrétiser les attentes de vos adhérents, du gouvernement et au-delà du peuple de Guinée. Certes, ces attentes sont très grandes et exigent de relever de nombreux défis pour les satisfaire. Au titre de ces défis, je citerai la hausse des prix des produits de première nécessité et du carburant, l'industrialisation de production non minière, la promotion de l'artisanat et la structuration du secteur informel, la labellisation de nos produits locaux, le développement du contenu local, l'amélioration du climat des affaires, l'employabilité des jeunes, l'accès des produits guinéens au marché extérieur. Pour ma part,
Je voudrais vous assurer de mon engagement et celui de mon département à vous soutenir dans l'exécution de votre noble mission et je souhaiterais donner 4 recommandations pour vous assurer le succès. Premièrement, le travail du président doit se faire dans la collégialité, la transparence et l'honnêteté, parce qu'il est le dirigeant et le coordinateur d'une équipe. Il se doit être exemplaire et rassembleur pour asseoir son autorité. Deuxièmement, le bureau consulaire national doit exclure de ses pratiques l'ethnocentrisme, la politisation, la gabegie, la corruption et le manque de patriotisme. Chaque membre du bureau se doit d'être exemplaire et rassembleur. Troisièmement, le président et son bureau doivent être à l'écoute des bureaux consulaires régionaux, préfectoraux et communaux pour la résolution de leurs problèmes et la mise en valeur du potentiel économique à l'intérieur du pays. Quatrièmement, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat est une chambre puissante par le nom de ses adhérents. Le secteur économique de sa compétence et ses attributions, mais elle ne peut pas tout faire toute seule. Aussi, elle doit promouvoir le dialogue avec l'État, les autres chambres consulaires, le patronat et les partenaires au développement pour résoudre les problématiques socio-économiques citées plus haut. Le président de la transition a ainsi respecté sa parole. C'est maintenant à vous de respecter la vôtre en faisant de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée une institution efficace et forte pour une prospérité partagée de la République de Guinée. L'État continuera à vous accompagner et des dispositions sont déjà engagées pour l'acquisition rapide d'un siège digne de ce nom pour la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat afin de garantir un environnement de travail adapté à une meilleure visibilité, selon le ministre Bernard Goumou. De son côté, le nouveau président de ce bureau, Mamadou Baldé, s'est réjoui de voir la Guinée mettre en place ce bureau consulaire national après près de 20 ans d'attente. Il a aussi promis de se fixer des priorités après une concertation entre lui et ses membres du bureau. Permettez-nous d'abord de rendre grâce à nos parents, à nos collaborateurs, à tous ceux qui nous ont accordé leur confiance. Les priorités viendront en concertation avec les collègues élus. Aujourd'hui, vous nous permettrez seulement d'annoncer notre reconnaissance à l'endroit du gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons passé près de 20 ans en Guinée. Nous n'avions pas de chambre de commerce. Il a fallu l'arrivée du CNRD pour que la Guinée et le secteur privé puissent vivre ce nouvel élan. Donc, c'est une ambiance joyeuse. Pour le moment, nous ne pourrons pas faire assez de commentaires. Permettez-nous de nous retrouver avec les collègues élus. Nous mesurons les défis. Nous ne sommes pas novices à la Chambre de commerce. Donc, c'est un domaine que nous maîtrisons. C'est notre terrain et nous connaissons les différents défis qui nous attendent, a indiqué Mamadou Baldé, président élu du bureau consulaire national de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Hôpital. En déplacement hors du pays, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, continue de faire part de sa déception face à la transition entamée depuis le 5 septembre dernier. Selon lui, à date, aucune visibilité n'existe encore quant à la conduite de la transition par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. Nous sommes plutôt dessus, car jusqu'à présent, nous n'avons pas de visibilité. On ne sait pas quand la transition va prendre fin. Aucune date n'a été donnée par la junte, qui a exclu la classe politique de la gestion de cette transition. Nous avons réclamé un dialogue politique pour définir ensemble le contenu de la transition, sa durée, le statut de l'organe de gestion des élections, comment disposer d'un fichier qui reflète fidèlement le corps électoral guinéen. Mais nous ne sommes pas écoutés, a-t-il déclaré chez nos confrères français. Pour Cellou Dalein Diallo, l'absence de visibilité et le refus de dialogue qui caractérisent cette transition sont une source potentielle de conflit. Du moment où le fait de ne pas être associé à la définition du contenu et de la durée de la transition frustre la classe politique. Dans un contexte marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale et de la Constitution, un contexte où le président a été déposé, il n'y a plus de légitimité. Seul le consensus issu du dialogue en politique devrait orienter l'action publique. Malheureusement, ce dialogue n'existe pas.
et la junte décide seule sans associer les acteurs de la société civile et du monde politique. Selon Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDJ. Pour finir ce journal, la calave n'a pas été longue pour Boubacar Bari. Accusé d'avoir violé et tué une femme enceinte de 8 mois à Keitaya, dans la commune urbaine de Dubreka. Un peu plus de 24 heures seulement après le crime, l'auteur présumé a été arrêté ce jeudi 17 mars 2022 par la gendarmerie de Keitaya. Des faits très graves pèsent contre Boubacar Bari. Il est accusé d'avoir violé et poignardé mortellement Madame Aïssatou Sow, une jeune femme de 28 ans qui était enceinte de 8 mois. Les faits se sont produits ce mercredi à 6 heures du matin dans la maison où la victime logeait avec sa famille et qui appartient au père de son bourreau. Le mari de la victime venait à peine de sortir de la maison pour aller travailler lorsque le crime s'est produit. C'est par un appel téléphonique que Boubacar Bari, qui porte aussi le nom que l'auteur présumé du crime, a appris la terrible nouvelle. À noter que l'auteur présumé de ce crime a été conduit à la prison civile de Dubreka pour des raisons de sécurité. Le mari de la victime a déjà déposé une plainte pour réclamer justice. Chers abonnés, c'était tout au compte de cette actualité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.